Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet atelier qui va durer 1 heure, donc on est ensemble jusqu'à midi. Cet atelier traite de l'innovation qui est un levier d'accélération pour les green tech. Donc je suis Gaëlle Vandeput, je suis chargée de logistique pour l'APCC et aussi pour le SVC. Donc l'APCC, c'est l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et le SVC, c'est le sommet virtuel du climat. Et j'ai le plaisir donc de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier. Je laisserai nos intervenants se présenter dans quelques petites secondes. Simplement avant, je voulais vous donner quelques mots sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission, à savoir permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a 2 grandes problématiques qui sont traitées dans les webconférences et ateliers qui ont lieu durant le SVC. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à toutes les interventions qui vous semblent utiles pour vous. Alors, cet événement est initié et coordonné par l'APCC. Il est aussi coporté par l'ADEME, l'ABC, donc qui est l'association Bilan Carbone, et la fédération Sinov. Et cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans nombreux de nos soutiens, nos parties prenantes, nos partenaires et nos sponsors que vous voyez s'afficher actuellement à l'écran, mais aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus de plein de manières différentes depuis la première édition, notamment qui a eu lieu en 2019. Sachez que toutes les webconférences et tous les ateliers de cet événement sont gratuits. On a vraiment eu à cœur de proposer un événement accessible à toutes et tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de l'événement, n'hésitez pas à nous faire un don. Je vous mets le lien dans le chat à toute fin utile. Pour les aspects logistiques, juste avant de commencer, je voulais faire un petit point sur les 2 modules que vous allez pouvoir utiliser pour poser vos questions. Donc, tout au long de l'atelier, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et je vous invite à faire seulement vos remarques et commentaires en fait dans l'onglet discussion, ce qui permettra aux intervenants de venir piocher vos questions dans la boîte questions-réponses de Zoom. Les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du SVC. Vous allez recevoir aussi un mail à ce moment-là puisque vous êtes inscrit à cet atelier. Voilà pour les précisions techniques. Et voilà, dernière slide, simplement vous dire que si on n'a pas le temps de traiter toutes vos questions pendant cette session, vous pourrez recontacter les intervenants par mail ou via leur page intervenant sur le site du SVC avec, pour certains, un petit module de prise de rendez-vous. Et sinon, le mail qui vous sera communiqué dans le mail post-atelier à midi, du coup. Voilà, il me semble que j'ai tout dit, donc je vais pouvoir passer la main à nos intervenants du jour. Merci Yael. Bonjour à tous, bienvenue du coup à cet atelier, donc, comme tu disais, dédié donc, à l'innovation, levier d'accélération pour les green tech. Donc moi je m'appelle Émilie Garcia et donc je suis responsable climat ESG au sein de la direction de BPI France. En élément de contexte, donc en fait le mouvement green tech, on voit qu'il est en expansion depuis une dizaine d'années et donc ça permet de véhiculer la prise de conscience collective de notre impact négatif sur la planète. Le rapport du GIEC le confirme, l'activité humaine est responsable du réchauffement climatique et les défis environnementaux, locaux et globaux ne cessent de se multiplier. Face à ces enjeux mondiaux, les entreprises orientent leur stratégie de plus en plus vers des éco-activités et les filières vertes apportent des solutions visant à réduire ou mesurer l'impact environnemental de leur activité. L'idée de cette conférence, c'est vraiment de faire un focus de l'innovation qui, pour nous, est un véritable vecteur d'accélération pour les green tech. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc, je vous propose donc, de vous présenter les différents intervenants donc, qui vont nous permettre donc, de développer ce sujet. Donc, nous avons le plaisir d'avoir donc, Arnaud Villers-Darbois, bonjour. Donc, vous êtes donc, président de la start-up Mekaware, donc, qui recycle des produits technologiques, notamment les batteries, pour récupérer de manière écologique des métaux critiques et des terres rares. Ensuite, donc, nous avons Ludovic Gérard. Donc, vous êtes CEO d'Aero, qui est une société industrielle qui produit des ailes pour la propulsion éolienne des navires de commerce. Bienvenue. Et ensuite, donc BPI France, donc, nous avons donc Nolwenn Simoneau, donc tu es responsable développement innovation à l'international. Marc-Antoine Blanchet, donc tu es chargé d'affaires innovation donc côté Lyon. Et ensuite, donc, Sébastien Fidoro, donc tu es chargé d'investissement d'un autre fonds écotechnologie et Ville de demain, donc toujours côté innovation BPI France.
Alors, donc, rapidement, donc BPI France, donc nous sommes la banque publique d'investissement. Notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises sur tout le continuum de financement, donc de la création d'entreprise jusqu'à sa fin de vie transmission. Nous avons pour ce faire donc 6 grands métiers au sein donc, de la maison. Donc, le premier, donc l'innovation pour la création, la R&D, les phases de R&D d'entreprise. Ça, on va beaucoup, donc, comme vous l'avez compris, parler d'innovation donc, à cet atelier. Et ensuite, les autres métiers rapidement au sein de la maison. Donc, on a la partie donc, financement. On est en cofinanceur des banques classiques avec tout ce qui va être prêt sans garantie. On va avoir le métier de la garantie pour inciter les entreprises à aller vers des projets plus risqués que ce qu'elles n'iraient habituellement. Le métier de l'investissement, donc avec des prises de participation dans les entreprises en minoritaire sur les entreprises de toute taille et tout secteur d'activité, avec également une activité indirecte de fonds de fonds, le métier de l'international et le métier donc avec nos directions de l'accompagnement, avec tout ce qui va être BPI France Université et tout ce qui va être nos cursus d'accélérateur de promo d'entreprise à la fois régional et thématique. Autre élément de contexte avant de démarrer, c'est donc le plan climat. En fait, c'est un plan qu'on a lancé donc en interne des Pays France il y a de cela 1 an conjointement avec la Banque des Territoires. 3 grands piliers de ce plan climat. Le premier est vraiment sur sur le soutien des solutions en faveur de la transition, donc à la fois vis-à-vis des green tech et des ENR. Un deuxième pilier plus axé sur l'accélération de la mise en transition des entreprises et de nos clients et comment on va les aider à aller de plus en plus donc, dans le bon sens par rapport à la transition et leur empreinte carbone. Et on a un troisième pilier vraiment sur la mise en transition de PPI France nous-mêmes à la fin de pouvoir être exemplaires sur le sujet. Et donc, dans ce cadre de ce grand plan climat, donc, on a donc la direction donc, innovation, où là, nous, on a déployé spécifiquement donc, un volet pour les green tech, pour vraiment aller plus loin pour le soutien à ces offres de solutions green tech. Et en fait, donc le volet green tech donc, se divise en 2 parties. Un premier objectif vraiment basé sur le soutien à l'émergence et l'amorçage des green tech, comment on va faire pour faire en sorte que ces technos de rupture green puissent sortir des labos et créer des startups. Et un deuxième plus géré sur l'amorçage et la croissance de ces startups et comment on les aide du coup à passer ce cap à la fois technique, de lever des verrous techno et capitalistique pour monter à l'échelle. Voilà, donc une fois qu'on a dit cela, donc ce que je vous propose, c'est donc de commencer par rapport au green tech. Déjà, on va dire donc une green tech, startup, innovation, qu'est-ce qu'elle peut faire pour se faire aider et commencer son développement et déjà, donc, qu'est-ce qu'on peut avoir côté financement et là, du coup, Marc-Antoine, je te laisse la main pour introduire ce sujet-là. Ouais, merci Émilie. Bonjour à tous, du coup Marc-Antoine Blanchet, chargé d'affaires et innovation. En 2 secondes, mon métier en fait consiste à financer les entreprises qui sont innovantes. La majeure partie de ces entreprises sont des startups. Et pour ma part, du coup, des green tech. Alors, l'innovation, le levier d'accélération pour les green tech, moi je retournerai directement à la problématique en disant que les green tech incarnent vraiment l'innovation. Parce que finalement, une green tech, c'est quoi? C'est premièrement une entreprise qui est très différenciante par rapport à la concurrence, donc, qui rentre dans ce qu'on appelle une innovation de rupture. Deuxièmement, c'est une entreprise qui a un lien fort avec le monde scientifique et qui vient de la recherche. Et troisièmement, c'est une entreprise qui a un go-to-market long de par son développement et l'industrialisation de sa solution. Alors en ça, comment nous, BPI France Innovation, on s'inscrit dans ces étapes et on essaie de répondre à ces besoins. Je vais laisser la première partie, le côté très, très différenciant. On va partir du fait que c'est un fait. Donc la Green Tech a un lien avec la recherche très fort. Donc c'est généralement une entreprise qui a des brevets et qui sort d'un labo de recherche. Et donc pour passer de la paillasse à l'usine, on imagine bien qu'il y a une série de programmes de R&D à mener et que ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, avec à chaque fois des verrous à lever. Et ça, alors d'une part, ça nécessite du matériel, etc. Mais ça, nous, on ne le prend pas trop en charge. Mais ça nécessite surtout des dépenses immatérielles, c'est-à-dire des études par des cabinets externes très spécialisés dans telle ou telle thématique, des programmes de R&D avec des partenaires industriels ou quoi, et surtout du recrutement de personnel et du personnel qui va être qualifié, c'est-à-dire des ingénieurs, des doctorants, des docteurs, etc. Et en fait, toutes ces dépenses immatérielles elles vont avoir un coût élevé très rapidement
dans la vie de l'entreprise, parce qu'on va vouloir attirer des personnes qui vont être qualifiées dans un projet qui est ambitieux, mais parfois, on doit se l'avouer, avec une visibilité un peu limitée sur l'avenir, mais également de la qualité des études qu'on veut faire, etc., parce qu'on va aller chercher les bons laboratoires, etc. Donc, une green tech, dans ses premières années, c'est une entreprise qui dépense beaucoup dans la recherche. En langage financier, on dit qu'elle crame pas mal de cash dans la recherche durant ses premières années. Donc ça, BPI France Innovation, on comprend et on vient financer ces étapes-là, que ce soit à la sortie de la paillasse sous forme de subventions, ce qu'on appelle chez nous des bourses tech émergence, mais je ne suis pas forcément là pour faire le panel de solutions non plus, donc lors de la phase de faisabilité, mais également lors de toutes les différentes phases qui vont mener l'entreprise du coup de la paillasse à l'industrialisation sous forme d'aide au développement de l'innovation. Donc ça, c'est un peu des avances remboursables, ou alors pour les programmes un peu plus lourds, un peu plus compliqués, avec un peu plus de temps, on peut aussi aller chercher des mix de subventions et d'avances remboursables. À ça, je pourrais rajouter aussi que BPI France a mis en place des concours qui sont très avantageux pour les entreprises et notamment pour les green tech. Je pense à iLab et Innove, et je vais fermer un peu le volet aide et développement de la recherche. Donc ça, c'est le premier point. On accompagne les entreprises dans la recherche. Deuxième point, le go-to-market long. Les green tech sont des entreprises qui sont fortement capitalistiques et qui vont devoir très certainement s'industrialiser et donc lever des fonds. Et ça, je laisserai Sébastien nous expliquer un petit peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez BPI France Innovation, on accompagne également nos green tech autour des levées de fonds sous forme de ce qu'on appelle, nous, des prêts sans garantie. Donc là, on s'éloigne un peu de la recherche. On va se placer avant ou après les levées de fonds. Avant les levées de fonds, c'est l'idée étant d'apporter un peu de cash dans l'entreprise pour lui permettre d'avoir en fait un peu de souffle, de lui laisser le temps de développer justement son innovation et de venir se marier avec les bons investisseurs, et après, plus classiquement, pour faire les effets de levier suite à la levée de fonds. La particularité pour nos entreprises qu'on va dire deep tech et donc green tech, c'est qu'on est aussi capable de venir s'adosser à la levée de fonds sous forme d'obligations convertibles, et ça, c'est assez intéressant pour les green tech, parce que les green tech vont s'industrialiser, vont devoir investir dans des actifs matériels, et finalement, ces obligations convertibles, elles vont permettre d'aller chercher plus de dettes bancaires auprès des banques et donc du coup d'investir dans du matériel. Donc pour résumer, si je veux faire court, les green tech, on les accompagne de la paillasse à l'usine sous forme de programmes de recherche et développement. On les accompagne également dans leurs besoins d'augmentation de fonds de roulement parce que les entreprises vont s'industrialiser, vont aller vers la commercialisation. Et donc, du coup, tout ça, on le fait autour des levées de fonds. S'il y avait une chose que je devrais rajouter, et je conclurai là, c'est qu'on est une banque de financement long terme. Parce que nos financements, ils ont à chaque fois différé, ce qui fait qu'on donne de l'importance à laisser du temps à la green tech pour se développer, pour développer son inno, pour recruter, pour chercher les bons partenaires, pour chercher les bons investisseurs et pour finalement créer de la valeur. Merci Marc-Antoine, c'est très clair. C'est vrai que là, tu as vraiment mis en exergue les spécificités justement d'une green tech par rapport à un autre type d'entreprise, justement l'adéquation avec tout ce qu'on peut proposer. Peut-être pour enchaîner là-dessus, je propose Arnaud, donc vous connaissez bien du coup Marc-Antoine, vous avez été accompagné sur le sujet. Peut-être expliquer un peu votre parcours avec BPI France, comment ça a débuté, les différentes étapes en termes d'accompagnement, ce que vous avez eu avec BPI France et comment ça a pu vous aider à développer votre green tech, peut-être en intrant en effet rapidement présenter Makeware. Bien, bonjour à tous. Oui, je suis Arnaud Villers-Barbouet. Donc, je suis associé fondateur de la société Makeware que nous avons créée en tout début d'année, qui répond aux différents critères qu'évoquait Marc-Antoine. On a créé la société avec un portefeuille de 3 brevets, donc directement sortis de laboratoire. On a un plan d'industrialisation pour avoir une première unité industrielle en 2024. Donc, on a 4 ans de développement dans lequel on va mobiliser de la science, on va mobiliser tout un tas de sujets. Et pour tous ces développements, j'estime qu'on va avoir besoin d'entre 5 et 6 millions d'euros avec une quasi-absence de chiffre d'affaires pendant cette période-là. Donc, on a un enjeu, effectivement, à être accompagné financièrement sur différents registres.
Et donc, on a démarré très tôt, en fait, l'histoire avec BPI France, puisqu'elle démarre même avant la création de l'entreprise par le biais des aides indirectes, puisqu'on a pu lancer des études sur notre process industriel avant même la création de la société, par le biais d'aides régionales dans lesquelles BPI était cautionneur, entre guillemets, du projet, pour que l'on puisse lancer ses premières études. Alors, depuis qu'on a créé la société, il y a toute la dynamique qui est Marc-Antoine qui s'est mise en place, puisqu'on a commencé donc là sur les aides directes avec la bourse French Tech Émergence. On a fait une levée de fonds cet été et on est dans les continuités de l'accompagnement de la levée de fonds. Donc, on est sur la mise en place du French Tech Seed avec les obligations convertibles et puis du prêt qui est associé à la levée de fonds. Ce qu'on peut ajouter, je fais juste une parenthèse sur les obligations convertibles. En fait, avec ce que je vous présentais sur les besoins en argent que l'on va avoir, bien entendu, l'entreprise, comme toute start-up, elle va présenter des concours pour pouvoir aller trouver des aides et des subventions. Mais pour ça, on a besoin de fonds propres. Et les obligations convertibles sont un des moyens d'augmenter nos quasi-fonds propres, tant que ces obligations ne sont pas converties, mais ce qui est en général apprécié positivement dans le cadre de ces dossiers. Donc voilà un peu tout le mécanisme. Ce qui est appréciable aussi, c'est que, donc ça, là je parle des outils indirects et des outils directs. Dans les outils indirects, il y a aussi tout le cautionnement que vous apportez aux gens qui nous accompagnent. C'est-à-dire quand un investisseur rentre chez nous, quand une banque nous fait un prêt, vous êtes derrière pour dire oui, on accepte de cautionner. Donc ça veut dire que vous croyez aussi au projet, parce que bien entendu, vous ne le faites pas aveuglément. Et donc c'est important. Mais ce qui est riche, en fait, pour moi, dans le cadre du développement de la start-up, c'est qu'on n'est pas simplement dans une relation où on va chercher une aide à un guichet. Il y a une dimension accompagnement et conseil. Et dans la relation qu'on a avec Marc-Antoine, c'est voilà, je lui présente où on veut aller, les étapes qu'on a réussi à passer. Donc, au fur et à mesure, ça progresse. Et en même temps, Marc-Antoine, lui, fait les projections et voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder si tel mécanisme ou tel mécanisme permettra de déployer le projet comme on en a envie. Donc, c'est un accompagnement sur la stratégie de financement du projet d'entreprise qui est assez précieux. Voilà. Alors, je n'ai pas évoqué l'activité de Mekaware, mais voilà, on est industrie deep tech qui consomme beaucoup d'argent. Notre ambition, c'est de faire du recyclage de batteries avec une innovation de rupture, innovation de la chimie qui permet de faire l'extraction dans des conditions extrêmement vertueuses et économiquement très performantes. Voilà pour faire l'article de Mekaware. Okay. Merci beaucoup Arnaud, très clair. Donc en effet sur le cheminement, les différentes étapes, puis en effet ça fait la transition que donc on a une phase après l'OC vraiment de recherche de fonds. Et on voit que ça va être aussi une priorité de 2022, c'est comment donner la priorité à ces startups de vraiment avoir un amorçage industriel. Et donc, en effet, quand on passe à ces étapes de pré-indus, du coup, avec du risque. Donc, évidemment, on va penser à notre fonds côté Ecotech, Ville de demain. Du coup, Sébastien, je te propose de te passer la main. Est-ce que tu peux peut-être un peu déjà nous présenter rapidement le fonds Ecotech en termes de thèse, niveau de risque, etc. Puis après, comme ça, vous pourrez un peu échanger avec Ludovic, voir ce qui a été fait avec Ayo. Ouais, avec plaisir. Donc Sébastien Fedorov, moi ça fait un peu plus de 4 ans que je travaille chez BPI France et je travaille plus particulièrement dans un des segments qui a été présenté par Émilie, donc qui est l'investissement direct et du côté innovation. Et je travaille dans un fonds qui s'appelle le fonds Écotechnologie et Ville de demain. Donc on gère aujourd'hui un peu plus de 300 millions d'euros pour le compte de l'État, avec la belle mission d'investir dans des entreprises, donc des startups qui développent des innovations et des technologies qui ont un impact positif sur l'environnement. Et c'est là où Arnaud et Ludovic justement tombent pile poil justement dans les thèses qu'on regarde. On est déjà aujourd'hui très heureux actionnaire de Hero, on y reviendra du côté de Ludovic. L'aventure fait que commencer, mais on y reviendra. Et plus spécifiquement sur l'activité du fonds, donc nous on a pour habitude justement d'intervenir juste à la phase que Arnaud précisait, dans le moment justement de l'industrialisation et de l'accélération
en fait, de la production de certaines des technologies qui sont développées. On est très attaché donc à ce secteur technologique, donc il y a souvent beaucoup de science et dans la green tech, on y retrouve dans tous les sens puisqu'on peut parler souvent de nouveaux matériaux, on parle d'économie circulaire, de chimie verte, d'agritech, de nouveaux procédés, de biotechnologie végétale, donc c'est plein de secteurs qui nous intéressent. On prend souvent beaucoup de risques puisque forcément, quand on parle de technologies aussi pointues dans des domaines qui sont aussi exigeants, que ce soit économiquement, réglementairement ou scientifiquement, qui sont autour de l'environnement, ce sont forcément des risques qu'on prend puisque c'est des choses qui n'existaient pas ou qui sont faites d'une nouvelle manière, plus optimisée, plus performante, plus légère. Donc, toujours des soucis d'optimisation et pour justement être dans une planète qui vit mieux derrière. On a l'habitude donc de prendre des tickets qui vont de 1 million d'euros à 10 millions d'euros. On le fait systématiquement en co-investissement, c'est-à-dire qu'on va s'associer avec des fonds privés, majoritairement français, mais on le fait aussi très souvent avec des fonds internationaux. Donc, on a eu l'occasion de le faire dans le tour de table de Hero, donc avec un fonds américain. Et donc, des profils de risque, comme je le précisais, assez intenses, puisque tout reste à faire. Donc, Hero sera un bon exemple aussi sur ce volet-là. Et je laisserai d'ailleurs Ludovic en parler peut-être un petit peu plus. Mais l'idée de tout ça, c'est que je peux peut-être présenter aussi pourquoi nous, on a été séduits par l'approche de Hero et pourquoi le fonds s'y est intéressé. En fait, on a passé un peu plus de 6 ou 8 mois avec Ludovic et ses équipes. Ça remontait à décembre 2020 et la levée de fonds a été annoncée juste après l'été. C'était le temps aussi pour nous de monter en compétences. C'était un secteur de marché qu'on ne maîtrisait pas forcément et on s'était jamais aventuré dans le secteur maritime, enfin surtout dans le transport maritime. Et Hero vient justement révolutionner ce secteur-là avec une proposition de valeur qui est très forte, qui est de venir décarboner justement ce secteur grâce à leur dispositif. Mais là, je laisserai Ludovic en parler. Et ce qui nous a énormément intéressé, c'est vrai que c'est une des premières technologies qui est présente sur ce marché-là. Et elle mêle tellement de choses juste derrière cette aile rigide qu'on implante sur un bateau, puisque on parle de volets réglementaires, on parle de décarbonation, on parle d'enjeux technologiques mais techniques, d'intégration sur des bateaux, sur de nouveaux bateaux. On parle aussi de beaucoup de logiciels, donc de comment on peut pouvoir optimiser certaines choses. On parle aussi de nouveaux matériaux puisqu'il y a des défis au moment de l'industrialisation et on parle forcément derrière d'usines. Tous ces fameux mots qu'a repris Marc-Antoine et Arnaud autour du démonstrateur, puis du démonstrateur pré-industriel, puis de la pré-industrialisation, l'industrialisation, c'est des mots qui reviennent souvent et des enjeux et des jalons qui sont importants dans la vie d'une entreprise. Et on était convaincus que Hero avait une proposition de valeur suffisamment forte et qui nous a en tout cas convaincus pour justement intervenir dans le développement de la société et pouvoir lui donner les moyens de pouvoir recruter les bonnes personnes, de s'entourer des bons profils, d'avoir suffisamment de capital pour pouvoir justement rentrer dans cette phase d'industrialisation et d'atteindre ce jalon technique pour en faire un futur champion de la décarbonation du secteur maritime. Et je laisse peut-être Ludovic présenter en quelques mots la société et puis après on pourra revenir sur justement l'investissement comme levier justement de développement pour la startup. Très bien. Et merci Sébastien pour cette présentation chaleureuse. Merci pour votre invitation et votre écoute. Alors, Hero, en quelques mots, donc moi je suis Ludovic Gérard, le directeur général d'Hero et aussi associé d'entreprise. Hero, notre proposition de valeur, c'est cette aile à 2 volets, vous voyez, qui ressemble un peu à une aile d'avion finalement. Si je la mets comme ça, c'est tout simplement une aile d'avion. Nous, c'est un concept où elle est verticale et elle va hybrider quelque part la propulsion des navires de commerce. Et des yachts aussi, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a aussi un marché sur le yachting. Alors, toute l'histoire de Hero remonte à 2010, quand VPLP, qui était un cabinet d'architecture navale français assez connu dans le monde de la voile, de la régate et de la compétition, dessine un bateau pour la Coupe de l'Américain, pour le syndicat américain. C'était un trimaran avec une aile rigide
extrêmement high-tech, extrêmement fragile, extrêmement pointu, mais qui permet à ce syndicat de remporter la 33e Coupe de l'Amérique. Et à cette époque, Marc Van Petegem, qui est un des deux architectes cofondateurs de VPLP, mais donc aussi maintenant cofondateur de Aero, se dit que cette aile fonctionne tellement bien que ce serait vraiment dommage que cette technologie ne puisse pas transpirer vers l'industrie. Et donc, ça lui prend quelques années pour financer d'abord, pour réaliser un prototype, ce qu'il s'agit bien sûr de simplifier. On parle de la compétition, les Formule 1 des mers extrêmement fragiles, pointues, à quelque chose d'industriel qui doit durer 25 ans dans un environnement difficile. On parle d'être sur toutes les mers du globe, résister aux tempêtes, aux différentes conditions climatiques qu'on peut avoir entre l'équateur ou le nord de l'Europe, par exemple. Et donc, il finance d'ailleurs avec une subvention de l'ADEME aussi, en 2017-2018, un petit prototype qui permet de valider un concept simplifié de cette aile. Un petit peu plus tard, Aero a la chance de réussir à négocier l'équipement du catamaran Energy Observer, qui est un catamaran laboratoire qui parcourt toutes les mers du globe pour promouvoir les énergies décarbonées. C'est un catamaran qui d'abord avait été propulsé par des panneaux solaires avec de l'énergie électrique. Ensuite, il a reçu 2 ailes de 32 mètres carrés qui ont été construites à la fois par Aero et CNIM à l'époque. Et depuis 2 ans et demi, on a un retour d'expérience avec ce démonstrateur industriel qui est extrêmement précieux pour nous, tant sur la performance des ailes en termes de propulsion, d'efficacité propulsive, mais aussi en termes de résistance mécanique, et puis aussi de fonctionnement et de logiciels d'automatisation, collecte de données. Et là, vous voyez qu'on va tout de suite vers de l'informatique, de l'IT, du big data, comment on va analyser et valoriser toutes ces économies apportées par l'utilisation du vent. Un peu plus tard, VPLP conçoit un navire pour répondre à l'appel d'offres lancé par le groupe Ariane pour transporter la fusée Ariane 6, la nouvelle fusée qui est plus grosse. Et vous savez que tous les éléments de la fusée sont fabriqués en Europe et doivent être ensuite envoyés à Kourou, en Guyane, par voie maritime. Et donc, les navires existants ne sont pas suffisamment grands pour prendre les éléments de la fusée Ariane 6. Donc, Ariane lance un appel d'offres qui est remporté par un consortium, par un armateur français, GIFMAR, associé à Zéphyr et Boré, une jeune société française aussi, sur la base d'un dessin de bateau, d'un concept de navire roulier imaginé par VPLP avec 4 ailes Aero, 4 ailes de 363 mètres carrés cette fois-ci. Et donc tout le challenge, vous voyez, aujourd'hui, c'est comment on passe d'ailes de 32 mètres carrés qui fonctionnent depuis maintenant 2 ans, plus de 2 ans, avec plus de 10 000 heures de fonctionnement à la mer sous voile, à 4 ailes de 363 mètres carrés industrielles, avec des marins à bord des bateaux, qui seront des marins qui ne sont pas des voileux du tout. Donc il s'agit d'avoir un système entièrement automatisé et qui fonctionne. Alors pour ce contrat qu'on a signé l'année dernière, on a d'abord eu un premier soutien de BPI via la partie garantie export, parce que le bateau est construit aujourd'hui par un chantier aux Pays-Bas, et donc il a fallu signer le contrat avec le chantier naval Neptune, et ce chantier, comme dans souvent les contrats industriels, le chantier demande des garanties de restitution d'acompte. Et là, donc en montant tout le dossier et avec l'accompagnement de BPI France Export, on a pu avoir une émission d'une garantie, une contre-garantie, qui du coup a contre-garanti les banques françaises qui ont émis les lettres de restitution d'acompte en faveur du chantier. C'était un point important, on parle d'un contrat de 5 millions d'euros. Donc vous voyez que assez rapidement, alors on est dans une industrie un peu lourde et mécanique, à l'aile de 363 mètres carrés, pour vous donner une idée, elle va peser une vingtaine de tonnes, on parle de quelque chose qui fait 37 mètres de haut, 11 mètres de large, donc c'est vraiment presque, j'allais dire, du brick and mortar, mais avec des matériaux composites high-tech et extrêmement modernes, et avec des performances évidemment très, très, très favorables et très flatteuses pour le bateau Ariane, puisque on parle d'économie en moyenne de combustible et donc de réduction des émissions de CO2 en moyenne de 20% sur l'ensemble des voyages qu'effectuera le bateau, sachant qu'il y en a des voyages où le navire économisera jusqu'à 35% d'émissions de CO2. Et ensuite, donc, dans le développement de l'entreprise, donc ça c'était, vous voyez, on se replace à fin 2020, on signe le contrat, on met en place les garanties de restitution d'acompte, on reçoit les premiers acomptes de la part du chantier, et donc à nous de finaliser donc, les études de détail, les études de production pour les ailes, et donc derrière différentes étapes qui demandent du financement et des ressources financières que le contrat lui-même ne saurait financer. Il s'agit là donc de recruter beaucoup d'ingénieurs pour compléter le bureau d'études,
recruter aussi des personnes pour continuer la vente et essayer d'obtenir de nouveaux marchés. Ça, c'est important, de nouveaux contrats. Financer notre réseau et sourcing industriel avec une usine qu'on a imaginée et qu'on a aujourd'hui, qu'on a pu signer, qui sera installée sur le port de Caen. Donc là, on a pu signer un contrat aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie de Caen pour louer des usines, enfin une usine, un grand site industriel dont on aura les clés au mois de janvier. Et donc, on a décidé évidemment de compléter l'investissement de l'entreprise, enfin de faire un appel au fonds d'investissement. Et on est rentré en roadshow à partir de décembre 2020. Et c'est là qu'on a eu le bonheur de rencontrer BPI avec Sébastien Fedorov et Javon Bijard, qui nous ont audité, challengé. Et puis, on a rencontré différents fonds. C'est environ 110 fonds auxquels on a fait une première présentation. Et puis, petit à petit, le panier s'est rétréci. Les fonds qui étaient intéressés, on est passé à des phases de présentation beaucoup plus détaillées, répondre à des questions sur le pipe commercial, sur la technologie, sur l'environnement, sur les réglementations, les enjeux, les gains apportés par les ailes, et puis notre vision tout simplement sur le futur. Et tout ça fait que cette masse s'est rétrécie et on est arrivé à 3 fonds finalement qui ont été retenus pour l'augmentation de capital, dont BPI, Ocean Zero, un fonds américain fondé par Chris Anderson, le fondateur des conférences TED notamment, et puis Mer Invest, qui est la filiale de BPGO, qui a aussi participé au tour de table de l'augmentation de capital. Alors, il ne faut pas en avoir peur des augmentations de capital, c'est important, le financement, on en a besoin. On a levé 10,5 millions d'euros au total à l'occasion de ce tour de table cet été, qui nous permettent du coup d'aborder l'avenir, les 2-3 prochaines années, de manière sereine, et puis de stabiliser, voilà, parce que dans des développements techniques, on a besoin de temps aussi, on a besoin d'investissement, et les ingénieurs sont des gens, et les chercheurs sont des gens qui ont besoin de travailler sereinement, en dehors de la pression du quotidien, de savoir si l'entreprise va survivre longtemps. Et donc là, on a la perspective sur 2-3 ans minimum grâce à cette levée de fonds. Ok, ouais, mais merci beaucoup. En effet, là encore un cheminement très clair et je trouve à chaque fois on voit ressortir en effet caractéristiques GreenTech. Déjà, je note en effet la phase proto 2016-2017. Donc, on voit en effet la durée assez longue pour passer ces étapes vraiment de R&D, vraiment à la phase de pré-indus-indus. Comme vous avez dit, en effet, de ne pas avoir peur d'investir en effet pour aller au step d'après. Et aussi, vous avez évoqué justement cette notion d'export. Et c'est vrai qu'en préparant avec Nolwenn, on se disait, en fait, AIE était aussi un très beau cas d'école. Est-ce que je propose, ça me permet d'enchaîner avec Nolwenn, mais toi, ça, après, on pourra faire des allers-retours sur la partie invest, évidemment, sans souci. C'est justement une des spécificités des Green Tech, Nolwenn, quand on échangeait, qu'en effet, une Green Tech vis-à-vis de l'international, où généralement, on a une innovation au national et l'export et l'étape d'après pour permettre de croire et aller à l'international, mais une Green Tech qui naturellement en fait est tournée par l'innovation par son activité. Je vais te laisser donner des exemples concrets, mais en fait parfois c'est aussi possible qu'elle commence par l'export et pas forcément par le national, comme ça se fait usuellement dans les autres types d'entreprises qu'on voit. Tu peux peut-être un peu illustrer ces propos-là, si ça te va? Effectivement, donc je rebondis sur ce que tu disais, Émilie. Effectivement, la particularité des Green Tech, et c'est là que vraiment le titre de cette conférence prend toute son importance et tout son intérêt. Évidemment, les Green Tech sont innovantes, comme le disait Marc-Antoine, ça tombe sous le sens, et donc l'innovation est évidemment un facteur de croissance. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle d'international, on a tendance à avoir une vision extrêmement business de l'international, parce que comme tu le disais, c'est vrai que traditionnellement, les entreprises françaises ont se développé en France, et puis après, on verra sur l'international pour trouver des clients, des revendeurs, en tout cas partir au niveau business. Et c'est vrai que là où l'innovation prend tout son sens pour les Green Tech, c'est que en tant qu'entreprise innovante et en tant que Green Tech, il y a des challenges qui sont différents quand on parle d'international. Parce que premièrement, une entreprise Green Tech est bien souvent par essence internationale. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises françaises vont aller répondre à des besoins qui ne sont pas forcément exprimés en France, mais qui sont beaucoup plus exprimés dans d'autres régions du monde. Quand on dit Green Tech, on dit aussi beaucoup de questions qui sont beaucoup plus proches du réchauffement climatique et donc de pays qui sont beaucoup plus frappés dès aujourd'hui par ce réchauffement climatique. Et donc forcément, qui vont par essence et sans attendre un développement national qui n'aurait pas de sens, être tournés vers l'international. Et finalement, la deuxième chose, c'est que bien souvent, les entreprises du coup Green Tech vont devoir adapter beaucoup leurs produits, qui n'est pas forcément quelque chose qui se revend à l'identique en fonction des pays, puisqu'il va falloir l'adapter. Ça peut être l'adapter, par exemple, mettons qu'on prenne un cas
sur le continent africain, l'adapter en fonction du pays. Le réseau de data ne sera pas le même et si le produit est basé sur une analyse de data, il va falloir forcément peut-être passer en 0G dans certains endroits ou en tout cas adapter. De même aux conditions climatiques tout simplement parce que développer un système d'eau au Kenya ou à Singapour, ça n'est pas la même chose et développer un produit pour l'établir à Paris ou au milieu du désert marocain, il va falloir faire attention parce que les rouages ne vont pas se gripper de la même façon non plus. Et donc, finalement, on a un profil d'entreprise Green Tech qui est particulier. Ce sont des entreprises jeunes qui partent à l'international et des entreprises qui vont avoir besoin d'innover sur place puisqu'il va falloir adapter leurs produits souvent. Et c'est là donc que l'innovation internationale prend tout son sens parce que là où effectivement certaines fois l'export est parfait et puis Ludovic, vous avez donné de très bons exemples sur les aspects business des choses qui sont proposées dans la maison. Parfois, peut-être que les aides de l'export, ce qu'on appelle aides de l'export chez nous, c'est-à-dire qui sont portées par notre direction de l'export, vont arriver peut-être un petit peu tard, puisqu'elles arriveront normalement au bout de 3 bilans, et puis seront vraiment sur ce côté business. Et en fait, là où il pourrait y avoir une opportunité, c'est de miser sur l'innovation pour partir à l'international. Alors concrètement, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Sachez que nous avons un certain nombre d'accords dans le monde entier qui permettent aux entreprises française d'envisager un co-développement technologique avec une entreprise étrangère. L'intérêt est double. Évidemment, pour vous, l'intérêt est technologique, puisque en tant qu'entreprise Green Tech, je le disais, peut-être que vous allez avoir besoin d'adapter c'est assez important de votre produit au marché. Et bien là, vous allez le faire avec un partenaire local qui va pouvoir vous accélérer votre propre développement technologique parce que lui-même vous apportera sa brique technologique. Donc évidemment, intérêt tech pour l'accélération et pour l'adaptation du produit, mais également, finalement, premier pas sécurisant dans le pays et intérêt commercial ensuite, puisqu'en misant sur cette innovation et sur trouver ce partenaire technologique, vous allez mettre un premier pas dans un pays et le partenaire initialement technologique, bien souvent, se transforme en partenaire commercial. Et lui va avoir une lecture beaucoup plus facile que vous de la culture du pays, des besoins du pays, puisque vous allez co-développer en fonction des besoins du marché. Et il va avoir finalement cette ouverture peut-être de son réseau et en tout cas cette coloration assez importante pour rentrer sur le marché ensuite, puisque bien souvent, alors pas besoin de partir très très loin, hein, même en Allemagne, finalement, il y a quand même une préférence marquée pour la technologie allemande de la part des autres entreprises allemandes ou du marché allemand. Et bien là, en arrivant dans un nouveau pays, en disant pas seulement j'arrive à l'export avec un produit très français, en disant je suis français et j'arrive avec mon produit, mais en disant je ne suis pas entièrement français, j'ai co-développé ça avec un acteur local, vous avez cette coloration qui va faciliter en plus l'aspect commercial par la suite. Donc, un double win pour cette innovation collaborative internationale. Et alors, comment ça se passe concrètement ? Effectivement, il ne faut pas hésiter à miser sur cette innovation et plusieurs cadres existent. Des cadres existent entre BPI France et les homologues de BPI France dans d'autres pays qui vous permettent non seulement de vous aider à trouver des partenaires si vous en cherchez, mais en plus de cofinancer vos projets. C'est-à-dire que BPI France sera là, et je rebondis sur tout ce que Marc-Antoine a pu détailler et ce dont Arnaud a profité également et a détaillé aussi, c'est-à-dire toutes les aides à l'innovation, et bien sachez que vous pouvez les solliciter dans ce cadre bilatéral. Mais du coup, ce que nous, on vous propose surtout, c'est que votre partenaire en face, grâce aux accords que nous avons avec nos homologues dans les autres pays, reçoivent également du financement, ce qui permet de faire drastiquement baisser le prix puisque votre partenaire peut recevoir de la subvention de son côté pour aussi participer à votre projet de R&D. Et puis, ça n'est pas tout. L'idée, c'est que, évidemment, bon, c'est écrit dans le titre, on reste une banque publique d'investissement, donc on est là sur le financement, mais c'est vraiment l'idée de vous accompagner le plus possible dans cette démarche, de penser l'innovation internationale et penser l'international par le prisme de l'innovation. Et donc, ça peut être vous accompagner sur des pays pour découvrir l'écosystème, pour vous mettre en relation sur place, pour trouver ses partenaires. Et puis, si vous décidez d'y aller, pour vous aider aussi, sans parler forcément du coup du financement global du projet R&D qui est le gros montant, on a aussi des petites subventions qui arrivent en amont qui sont là pour vous aider à réfléchir votre consortium, réfléchir votre stratégie internationale dans ce cadre-là et finalement peut-être faire appel à un expert externe qui va vous aider à négocier l'accord de consortium, à réfléchir ce que vous faites ensuite, puisqu'on parle d'international, d'innovation et de collaboratif, donc quand même beaucoup de questions avec un niveau de risque potentiel élevé. Donc, c'est réfléchir à ce qu'on fait ensuite. Commercialement, est-ce qu'on fait une joint venture qui récupère la propriété intellectuelle, etc. Et donc, finalement,
cette petite subvention est là pour vous pousser en disant non seulement on vous finance ensuite, mais en plus on vous aide à structurer votre projet pour que vous pensiez à l'international en tant que Green Tech en passant par l'innovation, car c'est là que tout se joue pour vous, c'est là que vous avez votre plus belle carte à jouer. Donc n'hésitez surtout pas, ces choses-là, nous avons du coup des financements qui sont gérés au niveau national et des accords qui sont du coup bilatéraux ou intergouvernementaux, mais il y a évidemment également, vous les connaissez, tous les programmes européens qui existent. Et dans ce cas-là, nous avons aussi une petite aide. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, ça n'est pas toujours facile, surtout quand on est jeune, quand on a de la R&D partout et qu'on a peut-être d'autres choses à faire, de se plonger dans les méandres de l'administration européenne et de comprendre tous les guichets européens qui existent, les spécificités et comment on y arrive. Et donc, l'idée de notre côté, c'est aussi de vous dire si, allez-y, parce qu'en réalité, on est en train de sortir des chiffres en ce moment. La France est excellente lorsqu'elle y va, mais elle y va peu. Donc, on est très efficient. C'est-à-dire qu'on n'y va pas souvent, mais quand on y va, la France est vraiment fait partie des pays qui reçoivent le plus de financement européen. Donc, n'hésitez pas à y aller. On est là pour vous subventionner, du coup, pour que vous fassiez accompagner pour y aller, pour déposer ces projets. Et on est là pour vous aider, pour vraiment trouver vos partenaires et surtout décrypter tout ça avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Gaël disait plutôt que vous recevriez nos adresses mail à la suite de cette masterclass. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger en one-to-one, et c'est tout l'idée, et ce qui a été présenté le montre de BPI France, qu'on échange en one-to-one sur votre propre sujet. Là, vous avez des idées un peu macro de ce qu'on fait dans la maison, mais qu'on puisse discuter, qu'on puisse vous orienter vers les bons guichets, vers les bonnes choses. Et vraiment, n'hésitez pas à miser sur l'innovation, justement, pour cette croissance internationale, parce que je pense que c'est vraiment là que vous avez votre carte à jouer, encore une fois, en tant que Green Tech. C'est là toute votre richesse. Et Ludovic, je vois que vous avez une question. Oui, merci. C'était juste pour compléter et illustrer. Nous, on a eu accès effectivement à des missions d'accompagnement commercial dédiées maritimes aussi de la tech au Portugal et enfin en Norvège récemment. Donc ça, c'est un point aussi où ça a très bien fonctionné. Les rendez-vous étaient organisés à l'avance, etc. Et puis, on a aussi déposé un dossier en début d'année à l'Europe, sur un call de projets maritimes et on a pu obtenir, on a été sélectionné pour une subvention de 2,3 millions d'euros. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est extrêmement important pour nous aussi. Ça vient aider le premier projet, parce que comme tout premier gros projet industriel, on n'est pas forcément à l'équilibre, il ne faut pas se cacher, c'est difficile au début. Donc, ça vient aussi aider, mais ces projets-là aident aussi au développement et au financement du développement. Et là, c'est de la subvention pure. Ce n'est pas de l'avance remboursable, ce n'est pas du capital. Là, c'est extrêmement précieux. Et là, donc, le soutien de l'Europe est extrêmement précieux de ce point de vue-là. Et j'irai même un cran plus loin sur ce que vous dites, effectivement, parce qu'on parle de l'internationalisation pour son aspect business, et c'est certain, et donc c'est quand même y aller avec une vocation commerciale, mais il y a un vrai passage à l'échelle lorsqu'on envisage ces guichets européens, et qui est marqué, j'échange avec pas mal d'entreprises qui me disent que même le fait finalement de préparer ces programmes européens, ça permet déjà un recul sur sa propre situation et de challenger son business model, etc., évidemment, mais surtout ça donne une visibilité européenne auprès de potentiels clients, auprès de potentiels investisseurs qui est inédite. Et donc, c'est vrai qu'au départ, les entreprises avec lesquelles j'ai échangé récemment disaient on était parti pour aller justement chercher cette subvention. Et c'est vrai que c'est pas facile forcément d'y aller. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous aide à y aller. Mais une fois qu'on y arrive, il y a de très belles subventions de la part de l'Union européenne. Mais en plus, il y a eu plein d'avantages en plus qui n'étaient pas prévus et qui étaient vraiment cette visibilité et ce passage à l'échelle qui est un marqueur hyper important pour les autres acteurs finalement qui gravitent autour de l'entreprise, c'est-à-dire les clients, c'est-à-dire de potentiels partenaires, des investisseurs, etc. Donc, n'hésitez pas effectivement. Et encore une fois, c'est vraiment miser sur cette innovation de rupture pour miser sur votre potentiel auprès de l'Union européenne pour vous offrir cette visibilité. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous en parler. Et en fait, en termes de guichet européen, du coup, il y a des choses qui ont été mises spécifiquement en place pour les Green Tech par rapport à d'autres thématiques. Oui, bien sûr. Il y en a un certain nombre, évidemment. Alors, vous le savez, il y a 2 ans maintenant, Ursula von der Leyen a lancé le Green Deal. Donc, il y a un ensemble d'appels à projets qui ont été lancés sous Horizon, alors H2020 à l'époque, Horizon Europe désormais, un certain nombre d'appels à projets particuliers et thématiques, donc en fonction des sous-verticales de la Green Tech. Donc, il y a évidemment tout ça. Et puis après, il y a des guichets qui sont particuliers. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le guichet LIFE, le guichet Blue Economy Window. Donc, ce sont
sont des guichets qui sont vraiment spécifiques. Alors, Life, par exemple, c'est un appel à projet climat, un appel à projet environnement, et ça 2 fois par an. Et à chaque fois, ce sont des appels à projets qui arrivent les uns derrière les autres, c'est-à-dire se complètent avec des aspects particuliers. Il y en a qui vont être plutôt sur la partie applicative pré-industrielle, alors qu'il y en a d'autres qui vont être plus en amont. Et puis, évidemment, il y en a d'autres qui restent plus ouverts, mais qui, évidemment, mettent plus de points aux entreprises qui arrivent avec des projets aussi beaux que ceux qui sont portés par la Green Tech, et avec quelques appels à projets qui sont parfois dédiés. Alors, je quitte ma casquette collaborative pour parler d'un programme monobénéficiaire que un certain nombre d'entre vous doivent connaître, c'est l'EIC Accelerator. Il me semble qu'Aéro, d'ailleurs, vous le connaissez également. L'idée, c'est vrai qu'il y a en plus, alors l'an dernier, il y a eu un appel à projet dédié au Green Tech. Et là encore, on est sur des très belles subventions. On est jusqu'à 2,5 millions de subventions par projet, du coup, mais en plus, jusqu'à 15 millions d'equity pour justement ce passage à l'industrialisation ensuite. Et ça n'est pas tout, en fait, pour l'EIC, puisque ça, c'est le tout dernier de l'EIC, vraiment tout au bout avec la partie equity. Mais dès avant, si vous êtes très jeune, que vous êtes sur une innovation de rupture et que vous êtes au tout début de votre niveau de maturité technologique, sachez que l'EIC Pathfinder, pour commencer, par exemple, là, je reprends ce que disait Ludovic sur la subvention, c'est un programme qui offre qui offre 100% de subvention de la part de la Commission européenne, jusqu'à 4 à 5 millions par projet. Vous pouvez le porter en seul ou en collaboratif. Donc, ce sont des guichets qui sont extrêmement intéressants. N'hésitez pas à aller creuser la question. Sans désespérer, parce que c'est pas facile. Le IC Accelerator, on avait postulé 2 fois, effectivement. Donc, le premier dossier a été refusé. Le deuxième a passé, au deuxième call, a passé une étape supplémentaire, mais n'a pas été sélectionné à la fin, parce qu'effectivement, le IC est très couru. Donc, il y avait pas mal de monde, mais on a quand même eu un site of excellence qui nous a permis. Exactement. Et on capitalise là-dessus et on repostulera de nouveau à l'IC Accelerator avec un autre projet que le projet actuel, parce qu'on ne peut plus, maintenant qu'il a été éligé, il a reçu le MFF, on ne peut pas repostuler sur le même, ce qui est normal. Donc, on est en train de monter un autre dossier pour bénéficier de ce site of excellence. Donc, il faut aussi tenir bon, c'est très administratif. Et comme vous disiez, ça aide aussi à prendre du recul sur nos projets. Après, c'est normal aussi, c'est l'argent public, donc c'est normal que ça soit bien justifié et c'est pas choquant. Mais une fois il y a des cabinets pour accompagner là-dedans et BPI, vous pouvez tout à fait guider là-dessus, effectivement aussi. Oui, c'est vrai que l'EIC Accelerator est particulièrement féroce, mais en même temps, parce que justement, pour les lauréats, c'est quand même assez intéressant comme package final. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que vous disiez à la toute fin. C'est pour ça qu'on est là pour vous aider à y aller. C'est-à-dire qu'on vous subventionne pour que vous alliez chercher des sous au niveau européen. Et c'est tout l'idée que vous fassiez accompagner par des spécialistes, par des experts conseils qui, eux, ont davantage peut-être cette connaissance du jargon européen, des attendus du jury, parce qu'ils les connaissent depuis plusieurs années et qui vont pouvoir… Alors, le fond, ce sera vous. Hein. Vous allez y passer beaucoup de temps. C'est ce que disait Ludovic et on ne va pas se le cacher. Ça prend énormément de temps, mais c'est normal. Et c'est normal parce qu'effectivement, vous le disiez, bon, c'est de l'argent public, mais aussi parce que du coup, ça vous prendra vous beaucoup de temps parce que c'est votre projet, c'est vous qui connaissez votre technologie. Et justement, dans l'EIC, quel que soit le guichet, donc l'EIC d'ailleurs, c'est le Conseil européen de l'innovation, quel que soit le guichet, on va être sur des technologies de rupture. Vous allez effectivement être en compétition contre le reste de l'Europe sur des technologies extrêmement précises. Donc, c'est là que vous allez devoir prouver que c'est vous qui vous financez. Donc, vous allez y mettre beaucoup de temps. Mais voilà, vous allez pouvoir être accompagné. Et nous, on vous subventionne. On subventionne une partie de la prestation de cet accompagnement pour vous aider à aller chercher ces millions. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions avant puisque je vois qu'on arrive sur la fin. Alors, du coup, j'ai dû fermer et rouvrir, donc j'ai perdu la question. Je sais qu'il y avait une question sur les OC pour Marc-Antoine au départ, mais du coup, je ne l'ai plus sous les yeux si quelqu'un l'a. Alors, c'était pour les OC, doit-on obligatoirement être labellisé French Tech, Marc-Antoine, pour toi? D'accord. Ouais, bonne question. Alors, il y a 2 moyens de pouvoir prétendre aux obligations convertibles French Tech Seed. Premièrement, en effet, il faut être labellisé French Tech. Et dans ce cas-là, je vous conseille de vous rapprocher des nombreux prescripteurs French Tech Seed en France. Moi, je sais que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, du coup, il y en a 2. C'est les SAT, Linxium et Pulsalis, mais voilà, il y en a plusieurs en Ile-de-France. Il y en a un peu partout dans toutes les régions et il me semble même qu'il y en a même au niveau national. Donc ça, c'est la première solution. Le deuxième moyen de pouvoir prétendre aux obligations convertibles, c'est d'être lauréat, notamment du concours ILAP, qui donne après le droit de prétendre
vous aux obligations convertibles French Sex-Seed. Voilà. Mais si le meilleur moyen pour vous, et comme le disait Arnaud en début de séance, c'est de vous rapprocher de votre chargé d'affaires innovation qui normalement doit être là pour vous conseiller sur toutes les étapes de votre projet. Je disais un point qui serait peut-être intéressant d'aborder justement sur cette partie Green Tech. On dit qu'il y a vraiment une clé sur ce passage de phase de pré-indus-indus. Peut-être parler ce qu'on fait avec le DIAG industrialisation qui a été mis en place il n'y a pas longtemps. Là, c'est Marc-Antoine, tu veux en parler un peu? Ouais. Nolwenn, je crois que tu étais aussi… Non, alors pour le coup, ça n'est pas ma spécialité puisque moi je suis plutôt sur la casquette internationale, mais effectivement c'est développé dans notre équipe. Comme le disait rapidement Émilie au départ, la partie passage à l'industrialisation des startups que l'on a en France, puis vous l'avez entendu, sera une priorité pour l'année 2022. Ça a été aussi annoncé dans le plan France 2030 du président de la République et on va vraiment travailler beaucoup à ça. Et là, nous sommes effectivement en train de monter un nouveau diagnostic. Alors, les diagnostics de chez BPI France fonctionnent, si vous ne les connaissez pas, en fait, nous prenons en charge une partie de la prestation d'un expert externe et nous en avons effectivement un dédié à l'amorçage industriel. Donc, c'est vraiment une prestation pour vous accompagner dans la réflexion qui va vous faire passer de start-up agile à je veux créer et m'implanter et avoir une usine livrée en France et créer cette industrialisation. Donc, effectivement, c'est l'une des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Ça va beaucoup toucher les green tech, on le disait au départ, mais on y travaille et surtout, c'est d'ailleurs autre chose de façon plus générale. Si jamais vous voyez que vous avez des besoins particuliers, alors on a fait une grande étude qui nous a pris assez longtemps pour essayer d'aller chercher vos spécificités en tant que green tech, mais plus généralement, et je reprends ma casquette internationale pour l'illustrer, si vous avez des pays, par exemple, avec lesquels vous voulez travailler, des cibles que vous cherchez, n'hésitez pas à nous les remonter parce que l'idée de BPI France, c'est pas qu'on ait des grandes idées ou alors qu'on applique les politiques et puis on s'arrête là. L'idée, c'est vraiment qu'on se nourrisse de vos besoins à vous et typiquement dans ma catégorie, nous, nos appels à projets, les pays avec lesquels on travaille évoluent d'année en année parce qu'on va voir que cette année, il y a eu beaucoup de demandes sur un pays qu'on n'avait pas forcément en tête et puis du coup, on va créer de nouveaux liens avec eux pour créer des financements particuliers, etc. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler parce que l'idée, c'est vraiment qu'on s'adapte à vos besoins et qu'on vous aide le plus possible. Voilà, parenthèse fermée. Parenthèse très intéressante. C'est vrai que tu évoques en effet, au premier semestre, on a vraiment poussé un peu le sujet des green tech, un peu comprendre les principaux enjeux, les principaux freins. Combien de temps il reste? 6 minutes, on peut peut-être aborder. Et c'est vrai qu'on a vu que les principaux freins, alors ça revient beaucoup sur tout ce qui va être sujet des freins réglementaires, aussi sur la partie enjeux RH, vraiment trouver les compétences qui quand même peuvent être spécifiques sur des green tech parce que donc oui, ce que je disais aussi, c'est que j'ai oublié de préciser en début d'atelier qu'est-ce qu'on mettait derrière green tech, nous en termes de définition, parce que ça peut changer en fonction des cas. Donc, nous, on est vraiment sur les offres de solutions, à la fois soit de procédés, de produits, de services, des solutions évidemment innovantes qui vont en faveur de la T2E, donc transition énergétique environnementale. Et donc, ça, on se base sur les 6 axes de la taxonomie, c'est-à-dire que s'il y a un lien, soit avec un impact sur l'atténuation, adaptation au changement climatique, pollution de l'eau, l'air, tout ce qui va être déchets, tout ce qui va être également biodiversité, économie circulaire. Et on les classe en 6 grandes verticales, mais ça, Sébastien, tu les avais évoqué en présentant le fond, tout ce qui va être en effet agri-agro, tout ce qui va être mobilité propre, tout ce qui va être construction durable, tout ce qui va être environnement, tout ce qui va être chimie verte, matériaux biosourcés et déchets, tout ce qui va être nouvelles énergies. Et c'est vrai que du coup, dès qu'on parle de ces thématiques-là, on voit en effet, en termes de compétences, ce ne sont pas forcément des choses si simples à trouver, et aussi vis-à-vis de réglementaires, où c'est assez c'est assez spécifique en fonction justement de quelle verticale on cible, et on voit que ça peut être en effet un frein en termes de développement. Je ne sais pas si par exemple, mes collègues Ayo, Arnaud, Ludovic, vous avez des exemples particuliers justement en termes de freins par rapport justement RH ou réglementaire, si vous avez eu des freins particuliers spécifiques sur ces sujets-là à nous partager ou pas. Et dans ce cas, c'est magnifique. De mon côté, donc ça c'est Arnaud qui parle, de mon côté, non. En fait, ce qui est important, c'est l'anticipation. Et sur les RH, jusque-là, on n'a pas eu de souci au recrutement parce qu'on avait largement anticipé. En fait, on avait déjà pré-recruté quasiment toutes les personnes avant même d'avoir créé la société.
Je dirais que c'est une démarche générale et puis ça rebondit aussi sur le fonctionnement avec BPI France. C'est trouver le bon moment pour lequel il faut commencer à discuter des sujets pour être prêt en temps et en heure. Parce que derrière ça, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir délivrer dans le timing, d'être à l'arrivée en temps et en heure. Et ça, c'est un vrai challenge. Et de notre côté, c'est un bon point et que vous soulevez très justement, Arnaud, c'est que ça prend quand même 6 mois. Entre le moment où on décide de recruter une personne et le moment où elle va vraiment intégrer les effectifs, ça peut rapidement être entre 3 et 5 mois. Donc, il faut quand même bien avoir une vision sur le plan de recrutement, lancer les recrutements au bon moment. Pas hésiter non plus à se faire accompagner par des cabinets dont c'est le métier. Ça peut faire gagner énormément de temps et éviter des erreurs. Après, je voulais sur une note très positive, c'est que quand on est dans les domaines Green Tech, je ne vais pas dire que c'est plus facile de recruter parce que c'est pas facile de trouver les bons talents, mais on attire quand même beaucoup les gens. Il y a une vraie motivation, je trouve, notamment dans les jeunes ingénieurs ou les jeunes, à rejoindre des sociétés qui font quelque chose qui a du sens et qui ne sont pas là juste pour faire de l'industriel pur et dur. Et la valeur ajoutée qu'on propose, la proposition de valeur qu'on apporte, et fait que ça attire énormément de gens et c'est une grande motivation. Et ça, c'est extrêmement positif. Je suis très agréablement surpris par les retours qu'on a de nos équipes, en particulier chez Aéro. On est aujourd'hui une vingtaine de personnes, on sera 30 dans 2 mois. Et tout le monde est vraiment autour de cet objectif de décarbonation. Et c'est Alors, que ça suit. J'en profite pour confirmer, c'est extrêmement vrai en fait, ce que disait Ludovic. Il y a un attrait aussi pour les métiers que l'on propose et bien entendu, je pense qu'il faut que le projet d'entreprise ait du sens et soit lisible. Mais à partir de ce moment-là, on a plutôt tendance à trouver de bons candidats assez facilement. Mmh. Je trouve que ça fait des magnifiques mots de conclusion, tout ça avec optimisme. Du coup, en effet, donc là, ça nous a permis de voir, si je synthétise un peu, en effet, ce qu'est une Green Tech, ce qu'on peut proposer côté BPI France, à la fois donc, sur tout le continuum, voire en effet, donc vraiment l'accompagnement de la paillasse à la pré-indus, voir aussi ce qu'on fait côté investissement sur le sujet, évidemment, côté développement international. Et on voit en effet que du coup les spécificités des Green Tech font qu'on a aussi du coup des réponses pour les accompagner au mieux. Donc voilà, donc tous les outils sont là, les sujets sont là, on a des forts potentiels et des très bonnes entreprises sur le territoire. On a fait un peu aussi une étude de toutes les startups Green Tech sur le territoire et on n'a vraiment pas à rougir par rapport aux autres pays. Et donc voilà, donc clairement, faut y aller. Et donc, je pense que vous l'avez compris que donc côté innovation BPI France, on est là pour les Green Tech et on est là pour vous. Voilà, écoutez, on est pile dans le timing à 1 minute près. Je pense que Gaëlle, là, tu peux dire, on a été fort sur le timing. Donc, je vous remercie tous les intervenants. Mais merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Et on sera là pour la suite si vous avez des questions.